L'élection présidentielle de 2022 est dans 9 mois. Le premier tour, c'est le 10 avril 2022. Et déjà, de nombreux candidats sont en campagne. Et cette semaine, un candidat ouvrier anticapitaliste a rejoint la longue liste des prétendants à l'Élysée. Sa première conférence de presse était cet après-midi même. Pour la troisième fois, c'est Philippe Poutou qui est le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Et il est sur le plateau du Média pour nous expliquer son choix de retourner dans l'arène pour ce troisième round. Alors Philippe Poutou, on ne le présente plus ici aux Médias. Ancien salarié de Ford, ouvrier, syndicaliste et conseiller municipal et métropolitain à Bordeaux. Il est depuis 10 ans l'un des visages du NPA, mais aussi une figure des luttes dans son département en Gironde. Merci d'être venu et bienvenue aux Médias. Merci. Vous allez bien ? Ça va. Alors, Philippe Poutou, est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir finalement un professionnel de la politique élu, maintenant à Bordeaux, et candidat pour la troisième fois au présidentiel ? Je pense pas que ça marche comme ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ça l'étiquette. Enfin, c'est pas la signification. Mais ouais, 3 fois, c'était pas prévu. Je l'avais déjà dit, on l'avait dit. On aurait certainement préféré un nouveau visage, et notamment un visage féminin. On n'a pas réussi, voilà, parce que les règles électorales sont assez compliquées, la situation est compliquée, la vie interne est compliquée. Et en fait, de toutes ces complications-là, on s'est débrouillé comme on a pu, le mieux qu'on a pu. Mais là, le problème, il n'est pas du tout personnel. Ah, ben, ouais. L'ANIAC, je pense qu'on l'a, nous, collectivement. Hein, parce que finalement, vous êtes un peu un candidat par défaut, si je comprends. Par défaut, les camarades vont dire qu'il ne faut pas le dire comme ça, mais si je me laisse aller, je pourrais le dire comme ça. Mais le problème principal, c'est vrai que c'est évident que c'est tellement personnalisé qu'on discute beaucoup de l'individu qui est là et du pourquoi il est là et tout ça, où elle est là. Mais nous, c'est vrai que c'est d'abord une opération collective. Et en fait, la discussion, c'était, premièrement, est-ce qu'on a envie d'y aller et donc, est-ce qu'on y va? Et la deuxième question, évidemment, c'est avec qui c'est possible d'y aller dans les conditions actuelles. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il est évident que ce choix-là, c'est pas un choix personnel, c'est pas moi qui décide. On voit ensemble, on est une équipe, et puis on essaie de faire au mieux, en sachant que là, par contre, l'ANIAC, là où on l'a vraiment, c'est qu'on pense qu'il faut qu'on soit dans cette campagne-là pour dire tout ce qu'on a envie de dire. Enfin, on va avoir l'occasion, mais c'est une expression politique qui est pour nous importante. On est nombreux à se demander pourquoi vous avez décidé de vous présenter, sachant qu'il y a déjà le PCF, la France Insoumise, Lutte ouvrière, il y a des candidats pour les primaires Europe Écologie Les Verts, la candidature également d'Anas Kazib de Révolution Permanente, un ancien du NPA, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais ça fait tout le temps beaucoup. Et puis à chaque fois qu'on se présente, effectivement, on nous explique qu'il y a du monde. Et puis sous-entendu presque que finalement, on pourrait ne pas y aller. Mais diviser la gauche pour tout le monde. Mais alors après, ça dépend de quelle gauche, enfin de quoi on parle quand on parle de gauche. Parce que nous, on n'est pas très soucieux de l'unité de la gauche telle qu'on l'entend en règle générale. Nous, on est plutôt sur l'idée de l'expression d'un camp social et de l'expression d'un anticapitalisme, d'une révolte. Et c'est vrai qu'on considère quand même que la place, on a une place à prendre là, de ce point de vue-là, et on a quelque chose à exprimer de très particulier. Et en plus, nous, on pense aussi qu'on peut dédramatiser ce genre de division-là, parce qu'on s'est divisé à droite, de toute façon, c'est divisé partout, mais c'est comme ça aussi la vie politique, elle est très divisée. Éric Zemmour, peut-être. Ouais, mais c'est divisé partout. Et puis même, là, à la limite, ça serait ce qu'il y a de moins grave. Ce qui nous inquiète un peu plus, c'est la division du mouvement social. C'est tous ces réflexes ou boutiquiers ou sectaires. Et c'est vrai que nous, on essaie de mener une bataille qui permettent de regrouper, de faire en sorte qu'on puisse construire ensemble une force politique et sociale. Et l'élection, finalement, c'est plutôt l'occasion de mettre en débat des tas de choses et de faire entendre des idées qu'on n'entend pas en dehors des campagnes électorales. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que la campagne présidentielle, c'est un moment politique très particulier. Et c'est le seul moment peut-être où dans les médias, en règle générale, et puis même dans la vie de tous les jours, des choses peuvent être dites et en dehors de ça, ça n'existe pas. Donc c'est quand même pour nous, des moments un peu uniques et on se dit qu'il faut pas. C'est des occasions qu'il ne faut pas manquer. Et d'ailleurs, on le voit, il y a eu Olivier Besancenot avant, puis même dans l'extrême gauche en général, la participation à l'élection présidentielle, elle permet de faire exister des idées contestataires, les idées de la transformation de la société, puis même de faire entendre ou de montrer qu'il y a des luttes, des résistances. Et donc voilà, je pense que, et juste pour finir, la multiplicité, y compris, vous parliez de lutte ouvrière ou Mélenchon ou d'autres candidatures qui pourraient être de la mouvance, ce qu'on pourrait appeler la gauche radicale. En fait, s'il y en a plusieurs, on fera entendre différemment, je pense, mais à plusieurs voix, cette idée qu'il y en a marre de cette société, qu'il faut la changer, qu'il faut retrouver des forces. Voilà, donc
Voilà, de toute façon, une élection, c'est une bataille politique et on a envie de la mener, quoi. Mais quand même, j'ai envie de vous demander, la différence, elle peut sembler faible parfois, je pense, avec Lutte ouvrière ou avec Anas Kazib, qui était quand même au NPA il y a encore quelques semaines. C'est quoi vraiment aujourd'hui qui vous empêche d'y aller ensemble? Parce que voilà, pour l'individu lambda, on ne vous distingue pas tellement les uns des autres. Et puis même, je pense aussi à la France Insoumise, avec qui vous avez mené campagne au régional et au municipal, à Bordeaux notamment, et en Occitanie et en Aquitaine au régional. On peut le prendre de deux manières différentes. On peut se dire effectivement il n'y a pas beaucoup de différences, mais on peut se dire aussi qu'il y a beaucoup de différences et que je crois qu'en règle générale, les gens ils voient bien les différences, notamment avec Mélenchon. C'est vrai qu'en plus, moi, personnellement, je sors de 2 expériences électorales unitaires avec les camarades de la France Insoumise, que ce soit sur Bordeaux, avec l'élection de Bordeaux en lutte l'année dernière, oui, et cette année. Mais là, nous, on est, autant on est assez satisfait de pouvoir construire, à un moment donné, des listes unitaires, en essayant d'exprimer ensemble ce qu'on fait un peu dans la rue, parce qu'on se côtoie dans la rue, dans les manifs, dans les grèves, dans les soutiens à des tas de mobilisations. Et c'est vrai que c'est quand même une sacrée expérience de pouvoir à un moment donné mener des processus comme cela ensemble, en essayant de formuler ensemble un programme et donc derrière oui, la contestation du système dans lequel on vit. Mais après, c'est vrai que c'est pas vrai dans toutes les élections, c'est comme ça. C'est qu'en fait, l'élection municipale, l'élection régionale et l'élection présidentielle, on se trouve dans des élections qui sont quand même assez différentes du point de vue tout simplement du programme ou de ce qu'on peut, du positionnement politique. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans toutes les configurations, on peut pas se retrouver pareil. Et là, pour le coup, avec Mélenchon et ses camarades de la France Insoumise, je pense que c'est facile à voir les différences politiques qui justifient le fait qu'on soit 2 candidatures. Vous avez envisagé de rallier potentiellement la France Insoumise? Disons que pour les présidentielles, c'est même quasiment inenvisageable tellement Mélenchon se situe dans une position d'hégémonie à gauche et de refus de toute façon de s'adresser aux autres, puisque c'est quand même lui qui parle le premier tout seul et qui le justifie tranquillement. Donc nous, de ce côté-là, on n'est pas gêné, on arrive, oui, monsieur a fait la démonstration qu'il voulait y aller tout seul. Donc après, on peut difficilement nous reprocher d'y aller à partir du moment où il n'a pas cherché à nous impliquer. Donc voilà, nous, on ne regrette pas, hein. On fait un constat, il a sa façon de voir les choses, eux, ils ont leur façon de voir les choses. Mais après, on a aussi un programme politique, des perspectives politiques qui ne sont pas les mêmes et on pourra discuter de ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est quand même très différents. On n'est pas du tout, par exemple, nostalgique de Mitterrand, de Jospin, de cette gauche-là à laquelle il a pu y participer. Nous, on est plutôt sur cette idée de radicalité dans la rue, dans les grèves et de trouver les moyens de reconstruire le mouvement social et donc du combat contre le capitalisme. Voilà, après, les différences, il y en a plein. Mais voilà, c'est pour ça, vous dites qu'on peut effectivement, ça pourrait se discuter, qu'on soit ensemble. Effectivement, quand on voit le paysage droitier, extrême droitier, on se dit c'est quand même con qu'à gauche, il n'y ait pas un pôle qui puisse redonner un peu d'espoir. C'est vrai. Mais voilà, mais la gauche, c'est quelque chose qui a un sens très très large, très, très peu clair finalement. Et dans cette gauche-là, évidemment qu'il y a des perspectives politiques ou des programmes politiques qui ne sont pas les mêmes. Et ça vaut le coup aussi de mettre ça à plat, de dire voilà, il y en a qui sont plus internationalistes que d'autres, il y en a qui sont pour la liberté de circulation et d'installation des migrants, il y en a qui sont pour l'ouverture des frontières, d'autres qui ne le sont pas. Et vous voyez, il y a des sujets qui sont assez fondamentaux, qui peuvent quand même assez facilement justifier le fait qu'on ne peut pas mener toutes les batailles politiques ensemble. Et je suis un petit peu surpris quand même, parce qu'on a reçu sur ce plateau Anas Kazib également. Il y a quelques semaines, à l'époque, il était encore au NPA, mais il expliquait ses divergences avec vous, notamment, par rapport à votre rapprochement avec la France Insoumise. Il expliquait ses divergences justement sur cette question précisément du rapprochement du NPA avec la France Insoumise. Et là, aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on ne comprend plus trop, parce que lui, il maintient sa candidature. Vous aussi, vous y allez finalement, sans la France Insoumise, mais pour le NPA. On a l'impression que c'est des candidatures qui font doublon. Et puis, bon, je reviens aussi, il y a Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière. Vous m'avez parlé de la France Insoumise, mais bon, les divergences avec Lutte ouvrière, elles sont peu connues. Peu connues pour vous, pour certaines personnes, certainement, mais nous, les différences, elles sont énormes. On a zéro contact, donc c'est qu'il y a des différences. Vous voyez,
Il suffit d'entendre Nathalie Arthaud, les camarades de lutte ouvrière. On est sur des projets politiques qui ne sont pas les mêmes. Alors oui, on est dans la contestation du capitalisme. Oui, on est dans l'affirmation d'un projet révolutionnaire. On est dans l'affirmation du besoin pour la population, pour les travailleurs, de se battre, de prendre leurs affaires en main. Mais après, voilà, c'est pas pour ça que tout est réglé. C'est pas pour ça. Enfin, de toute façon, toute l'histoire du mouvement ouvrier, malheureusement, en tout cas, c'est comme ça. C'est que toute l'histoire du mouvement ouvrier, toute l'histoire même de la contestation, toute l'histoire des mobilisations, des luttes, elles sont fournies de plein d'exemples de divisions, de désaccords stratégiques ou de désaccords sur des programmes et tout ça qui font que, malheureusement, encore une fois, ou pas, je ne sais pas, c'est comme ça, mais il y a des divisions dans le mouvement social. Et c'est vrai que l'élection, finalement, c'est l'expression de cette division-là, mais qui est vachement moins grave que la division en elle-même dans le mouvement social. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut bien arriver à étaler, arriver à dire, bon, ben voilà, nous, on pense les choses comme ça. Un autre ou une autre pense, ou une autre organisation pense les choses différemment. Et moi, je pense que il n'y a pas trop à s'inquiéter ou à s'énerver sur ce genre de choses, c'est comme ça. Alors après, dans un idéal, on pourrait dire, ouais, ça serait chouette si on s'entendait bien et si on arrivait à formuler quelque chose ensemble, mais voilà, c'est comme ça. Mais il y a des vrais désaccords. Est-ce que la campagne permettra de mieux faire percevoir ça aux gens? On verra bien, quoi. Alors, on vit une époque particulière. On sort d'une pandémie, on vit une crise mondiale, on doit faire face aux conséquences du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. On assiste à une montée de l'extrême droite et des idées fascistes. On vit des heures historiques, peut-être, et peut-être pour le pire. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte, l'analyse que vous faites de la situation, elle justifie aussi cette candidature? On peut dire oui, de toute façon on est dans ce contexte-là. Donc évidemment que la situation politique, sociale, économique, environnementale, ou même démocratique nous inquiète. On ne sait pas trop d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on compare avec le passé, on compare aux années 30, ou on peut comparer à des périodes encore plus anciennes. Mais oui, il y a quelque chose, il y a des processus qui sont en place et on craint fortement que ça puisse aller très loin et que l'histoire peut faire revivre des moments un peu comparables à ce qu'on a vécu, donc le fascisme ou des régimes ultra-autoritaires. Donc ça, le danger, il est réel. En 2012 ou 2017, on a une responsabilité historique, notamment vous, les partis, les militants politiques, et c'est l'heure aujourd'hui, c'est le moment où il faut y aller, et aussi il faut un tournant, quoi. Plus qu'hier encore. Je sais pas, en fait des responsabilités, on en a tous, en tant que militants, on en a forcément. Mais oui, de toute façon, et c'est pour ça que la participation à l'élection, c'est pas un truc déconnecté du reste. C'est comment, dans un épisode politique où ça discute forcément, comment on peut justement formuler ou un programme politique ou des perspectives politiques et pour faire face à une situation qui est extrêmement dangereuse, évidemment. Donc c'est tout ça, comment on arrive à travers une campagne électorale, à redonner un peu de confiance aux gens, ou en tout cas en développant des perspectives politiques différentes. Est-ce qu'on peut aider à ce qu'il y ait quelque chose qui se reconstruise? Parce que nous, on pense que ce qui va être déterminant, évidemment, c'est la question des mobilisations, la question de la contestation sociale et la question de la reconstruction d'un mouvement large, unitaire et radical. Donc l'élection, elle est dans cette hypothèse-là en permanence. C'est comment nous, on va à un endroit pour essayer de développer des idées et essayer de participer à une discussion et donc d'aider à ce que, quelque part, il y ait une remobilisation, une reprise de confiance et puis de remettre au goût du jour les idées collectives, enfin les idées du renversement de cette société-là et puis des aspirations qui sont beaucoup plus solidaires, beaucoup plus fraternelles, la question de l'internationalisme, le soutien au peuple en lutte. Voilà, c'est ça qu'on veut remettre en fait dans le paysage, parce que ce qu'on voit, c'est pour ça qu'on se dit mais il faut qu'on y aille, parce qu'en fait on a, et c'est là en ça que c'est pas du tout un problème personnel, c'est que on voit bien comment ça se passe. Macron, Le Pen, Bertrand, enfin voilà, on va avoir toute une série de gens avec des nuances plus ou moins réac, plus ou moins conservateurs, mais toujours du même côté du pouvoir, en fait toujours du même côté de la société, c'est-à-dire du côté des possédants, du côté du système. Et on se dit mais c'est quand même con de ne pas y être. Alors après voilà, il y en a d'autres, il y en a d'autres, mais c'est aussi l'importance de mener ce combat-là. Et c'est vraiment un combat parce que derrière c'est la volonté de faire passer des idées et de reconstruire quelque chose. Là, ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, dans le monde même, c'est particulièrement inquiétant, cette présidentielle, plus qu'une autre. Est-ce que ce sera un affrontement aussi face à des forces réactionnaires qui aujourd'hui sont plus fortes que jamais? Enfin, on parle peut-être de Marine Le Pen, pas seulement au second tour, mais victorieuse. On parle de Marine Le Pen, on parle aussi d'Éric Zemmour, mais aussi même des politiques qui sont déjà là aujourd'hui en place au pouvoir, des idées qui infusent au gouvernement, mais
y compris au gouvernement, mais aussi même à gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit, c'est aussi de pouvoir ramener ces idées dans le débat politique au premier plan? Oui. Oui, mais justement, c'est la droitisation de la société ou l'extrême droitisation de la société. Même à gauche, les choses ne sont pas claires. Voilà, et ben oui, c'est pour ça que quand on discute de l'unité à gauche, de quoi on discute? Parce que malheureusement, et ça c'est pas nouveau quand même, ça fait un moment que la gauche, et elle aussi est capable d'aller sur des terrains réactionnaires ou en tout cas bien droitiers. On peut parler du sécuritaire, de la lutte contre la délinquance ou l'islamophobie. On peut discuter même y compris du souverainisme. Enfin voilà, et puis la question des syndicats de policiers, oui, bien sûr. Là, c'est prêt. On est vraiment dans des choses qui presque surprennent quand même un petit peu. Mais même le droit de vote des immigrés, c'est plus du tout dans le programme. Ouais, enfin si, on sait qu'il faut plus faire confiance. Ça on sait. C'est même pas, on sait plus trop quoi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'il y a une droitisation. Il y a aujourd'hui un paysage politique. On l'a vu encore une fois au régional et au départemental. Même si ce qu'on appelle la gauche socialiste l'emporte dans les 5 régions où elle était, n'empêche que ça se fait sur un fond quand même très droitier. Les programmes d'un Rousset ou d'une Delga en Occitanie, ça ressemble plus du tout à des programmes de gauche d'il y a 20 ans. Donc il y a une véritable droitisation. À côté de ça, il y a la droite qui reprend des forces et l'extrême droite, même si par rapport au sondage est en deçà, reste omniprésente sur le terrain électoral avec beaucoup d'élus et beaucoup trop d'élus. Donc ça, c'est le paysage électoral. Mais après, pourquoi on en est là? Et alors évidemment, il y a les dégâts de la crise. Le chômage, la précarité, l'exclusion, enfin la dureté de la vie, la brutalité de la société qui contribue quand même beaucoup à esquinter, y compris moralement, les gens. Donc il y a ça, mais la responsabilité, donc c'est à la fois la crise économique, mais c'est en même temps cette gauche qui n'a cessé de trahir, de tromper, et qui en même temps, en reniant des programmes de gauche ou en reniant des idées de progrès social, des mesures sociales qui pourraient aller dans le bon sens, en reniant tout ça, et bien, ça discrédite aussi cette idée de pouvoir changer les choses. Ça discrédite tout ce qui peut être collectif, tout ce qui peut être solidaire. Et donc oui, la gauche, par ses passages au pouvoir, a des responsabilités énormes sur la dégradation de la conscience, sur la dégradation des liens entre les gens. Et à force de désespérer, de tromper les gens, il y a de l'écœurement, de la frustration. Et on pense que l'extrême droite se nourrit de tout ça, d'un climat de pauvreté, de misère, de concurrence entre les gens, et puis de pauvreté au niveau idéologique. Et à partir du moment où il n'y a plus l'affirmation d'une perspective de changement de la société, un peu comme même les années 70 où la gauche, elle pouvait encore représenter cet espoir-là. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Même la gauche nous explique, écoutez, il faut être réaliste, quand on est élu, nous on le voit à Bordeaux, c'est la gauche qui a le pouvoir. Ils nous expliquent qu'ils ne peuvent pas réquisitionner les logements pour sauver, pour permettre de loger des gens sans abri. Ils nous expliquent qu'on ne peut pas la gratuité des transports parce que machin. Ils nous expliquent qu'on ne peut pas stopper les pesticides parce que les patrons des vignes sont trop forts. On nous explique qu'on ne peut pas arrêter la bétonisation parce que les spéculateurs immobiliers ont la main sur le foncier. Donc en fait, on se dit... Même à gauche, il y a un glissement autoritaire, quoi. On le rappelle, c'est le PS qui avait proposé l'échange de nationalité, par exemple. Et il y a un lien, parce qu'en fait, cette gauche qui nous explique qu'elle ne peut pas faire, eh bien, à un moment donné, oui, évidemment, elle va faire la démonstration elle peut rassurer les possédants, puisqu'en fait, c'est une sorte de mise au service d'eux. Elle se lie les mains complètement. Alors au départ, c'est peut-être pas consciemment, mais aujourd'hui, il y a un choix de système, un choix de camp social qui est flagrant. Et donc, ça se retourne évidemment contre ceux qui contestent ou contre ceux qui continuent à défendre cette idée qu'on doit changer les choses, qu'on doit loger tout le monde, qu'on doit développer les services publics et tout. Et donc, du coup, on se retrouve, y compris face à une gauche qui devient de plus en plus musclée. Nous, on le voit à Bordeaux, dans la métropole. En fait, le mépris des gens de gauche, il se ressemble énormément au mépris des gens de droite. Et il y a une sorte de violence, y compris verbale, et on voit une logique assez infernale. Et c'est là où il y a l'urgence de défendre autre chose. Et ça dépend de nous, quoi. Comment on relève la tête, comment on se réorganise. Et voilà, donc nous, dans l'élection, c'est toujours cette idée, comment on met ça dans le paysage et comment on essaie d'apprendre à le formuler, parce que c'est vrai que, et je finis juste là-dessus, c'est vrai qu'on ne sait pas faire, en fait, parce que des fois, on se dit, mais comment ça se fait? La société, elle est de plus en plus pourrie, de plus en plus violente, il y a de plus en plus de pauvreté, de plus en plus d'exclusion. Et c'est vrai que les organisations comme les nôtres, mais y compris même dans le syndicalisme ou dans les milieux associatifs, on n'arrive pas à capter ou on n'arrive pas à influencer, à convaincre. Et on se retrouve un peu comme des cons dans les élections, à être ultra minoritaires, alors que la logique voudrait quand même que les choses changent, même électoralement, qu'il y ait plus de soutien. Et on n'y arrive pas. Donc, du coup, ça montre toute la complexité
complexité de la situation et l'urgence qu'il y a d'apprendre à formuler et à essayer de donner envie aux gens de s'emparer de tout ça, de discuter et puis de se prendre en main. Mais bon, voilà, c'est des batailles auxquelles on est confronté aujourd'hui, quoi. Benoît Hamon, qui est venu récemment sur ce plateau, nous a parlé de situation pré-fasciste. Vous êtes d'accord ? Moi, je sais pas, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est vrai, on pense... c'est difficile à dire parce que là, on met des cases. Est-ce que c'est comme toutes les comparaisons avec les années 30, hein, c'est très... c'est pas compliqué de penser qu'aujourd'hui, le fascisme est possible. Voilà. On le voit, c'est pas juste les succès électoraux de l'extrême droite, c'est aussi la violence de l'extrême droite dans la rue qui existe, hein. Des militants se font tabasser, des locaux se font envahir, les vitrines brisées. Enfin, il y a une véritable violence de l'extrême droite qui s'organise. On peut parler de génération identitaire qui faisait les malins à la frontière pour refouler les migrants. Ils passent à l'acte. Et on est dans une logique où quelque chose encourage l'autre, parce qu'on le voit aussi avec les violences policières et les syndicats d'extrême droite qui sont bien implantés dans les syndicats policiers, et comment cette impunité qui est donnée par la couverture gouvernementale, cette sorte de liberté de manœuvre qu'ils ont de plus en plus, aide à ce que dans la police aussi ça s'autonomise, et on voit l'extrême droite qui se développe. Donc quand on voit tout ça, on se dit oui, il y a un danger fasciste, il est là. À combien il est et comment le processus va aller plus loin ou pas, on n'en sait rien. Donc du coup, il y a toujours cette urgence-là qu'on appelle l'urgence démocratique. Enfin, il faut que notre camp social s'organise absolument. Et en fait, il ne peut compter que sur lui-même, parce que la lutte contre l'extrême droite ou le danger fasciste, on a l'impression que quand on est au PS, c'est juste au deuxième tour des élections. C'est-à-dire, enfin, oh attention, il y a les fachos là ou le FN, il faut voter pour nous contre ça. Mais non, ça peut pas le faire, parce que la lutte contre l'extrême droite, c'est tous les jours dans la rue, dans le quotidien, et c'est aussi un programme politique, parce que c'est pas juste un combat physique. Il faut se battre, il faut se défendre, mais c'est aussi comment on défend des idées qui permettent de court-circuiter aussi la propagande réactionnaire de l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'on tient vachement à la solidarité internationale, la liberté de circulation, le droit de vote des immigrés. C'est des choses qu'il faut qu'on affirme, parce que c'est aussi comme ça qu'on reconstruit une conscience de classe, une solidarité, et qu'on ne se trompe pas d'adversaire. Donc voilà, c'est... Alors il y a les fascistes, mais il y a un autre sujet qu'on est obligé d'aborder aujourd'hui, vu le contexte, c'est aussi celui des violences policières. Vous prenez la suppression des corps spéciaux de répression, vous parlez de la BAC, de la BRAV. Pourquoi aujourd'hui le NPA ne pose pas notamment la question de l'abolition de la police, comme on le voit notamment outre-Atlantique dans le mouvement Black Lives Matter? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de continuer à déléguer la sécurité à des corps d'État? Certainement que c'est les problèmes qui se posent, mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça à formuler aujourd'hui, quoi. Parce que ça se discute effectivement dans le mouvement Black Lives Matter, on l'a vu, hein, ça s'exprimait même dans certaines villes carrément, mais c'est vrai que c'est pas structuré tout à fait pareil aussi, la police là-bas. Mais nous, ça ne nous gênerait pas de formuler ça, de discuter d'une population qui s'auto-organise. Évidemment, c'est le problème d'ailleurs partout, l'auto-organisation de la population dans ses propres luttes, dans la vie de quartier, tout ça, donc y compris sur ces questions-là. Mais c'est pas, voilà, pour l'instant, on n'a pas ce mot d'ordre-là, mais on le rejette pas non plus. Là, on discute un peu sur la forme d'urgence. La réponse immédiate, c'est quoi? Quand on manifeste ou les jeunes dans les quartiers populaires, ils sont confrontés à quoi? À une violence de plus en plus libérée de la part de certaines forces de police. Et donc tout ce qui est au contact de la population, nous on dit qu'il faut immédiatement désarmer. On a vu les dégâts que ça fait sur les manifestants. Enfin, moi-même, je suis élu à Bordeaux-en-Lutte avec Antoine qui a perdu sa main, qui s'est fait arracher sa main dans une manif gilet jaune en décembre 18. Donc c'est ça qu'on essaie de dire, c'est que la première des choses, ça serait normal quand même, c'est que ces forces de police-là, elles ne puissent plus faire du mal aux gens, et donc ça veut dire qu'il faut les désarmer. Mais après, c'est la question de la répression politique qui est posée, parce que c'est pas juste une police qui est violente parce qu'elle a envie d'être violente, c'est que en fait la police, elle joue un rôle politique, un rôle de maintien de l'ordre social, et ça paraît logique que plus il y a de misère, plus il y a d'inégalité, plus il y a des risques d'explosion sociale, et plus le pouvoir se pose le problème d'intimider, de faire taire. Et le mouvement des Gilets jaunes, il a tellement fait peur au pouvoir qu'il a fallu réprimer. Mais le problème, c'est qu'on est dans une logique infernale. C'est qu'à partir du moment où la répression a été justifiée contre les Gilets jaunes, derrière, on s'aperçoit que tout se lâche. Et en fait, c'est plus des paroles libérées, c'est des matraques libérées, des gaz libérés. Et les quartiers populaires, c'est beaucoup plus ancien. Ouais. Mais bon, et là, ça ne s'arrange pas non plus. Mais là, on s'aperçoit que ça touche beaucoup plus largement dans la société. Donc, on est sur ça. Donc nous, on revendique ça, et après, derrière, évidemment que ça pose des problèmes de mobilisation populaire, et à partir du moment où il y a une mobilisation populaire, ça posera le problème beaucoup plus loin de comment on s'organise et comment... Mais du coup, la question de la dissolution de la police, c'est aussi la question de l'ordre social, c'est la question de la société telle qu'elle est organisée, donc ça pose des problèmes même au-delà. C'est pour ça qu'on nous aussi, on revendique sur un terrain économique la question de l'expropriation, la réquisition, mais c'est lié à tout ça, c'est en fait qui dirige la société, comment la société s'organise à partir du moment où il y a une classe qui dirige, qui possède et pas l'autre.
autres. Enfin... Justement, là-dessus, votre projet, c'est tout le contraire de la politique actuelle. Vous prenez, par exemple, donc, la réduction du temps de travail. Vous dites contrôler, socialiser, étendre les biens communs pour résoudre l'urgence sociale, sanitaire et écologique. Ça, c'est ce que vous dites dans votre déclaration de candidature. Il faut réorganiser la production, planifier. Et nous, on trouve que la crise sanitaire, elle est très démonstratrice de ce côté-là. En fait, il n'y a rien qu'à inventer. Ça ne fait qu'amplifier. La misère, le chômage, tout ça, ça existait avant. Et en fait, l'histoire de l'ancien monde et du monde nouveau, bon, voilà, c'est la continuité. Mais c'est vrai que la crise sanitaire, en amplifiant tout, en aggravant tout assez brutalement, ça nous semble mettre en évidence les conséquences de la politique qui a été menée pendant des décennies, c'est-à-dire en fait la marchandisation, la libéralisation, la destruction et le démantèlement des services publics. Et en fait, aujourd'hui, face à la misère ou face aux difficultés sociales, il n'y a plus rien qui peut répondre aux besoins des populations les plus précaires. Et donc, du coup, évidemment, ça pose le problème de regarder ce que ça donne, les logiques de course au profit, de course à la rentabilité. Et finalement, plus on donne du pouvoir au privé, aux groupes privés, aux multinationales, plus elles ont de liberté, plus elles ont de marge de manœuvre, et plus ça va au bout dans la destruction de tout ce qui peut être collectif et solidaire. Donc du coup, la réponse, évidemment, c'est l'inverse. La réponse, c'est revenir en arrière, c'est remettre des services publics, et c'est enlever tout le pouvoir de nuisance des capitalistes. Et donc c'est la question de ce qu'on appelle, nous, la socialisation des secteurs entiers de l'économie, et notamment sur la santé, l'éducation, l'énergie, tout ce qui concerne... Le contrôle ouvrier dans les entreprises. Comment ? C'est aussi la question du contrôle ouvrier dans les entreprises. Oui, c'est la question d'enlever du pouvoir en fait de nuisance, parce qu'en fait le droit de propriété derrière c'est le droit de licencier ou c'est le droit de baisser les salaires, c'est le droit de précariser, c'est le droit, on le voit, toutes les lois, les réformes, elles correspondent à des intérêts patronaux, des intérêts des puissances économiques, puisque ça va dans leur sens d'augmenter à chaque fois des marges de manœuvre. Et la seule façon de freiner, c'est que la puissance publique, si ça a un sens, enfin les collectivités territoriales, les États, ils devraient se confronter à cette puissance du privé et donc de limiter. Et nous, on dit, limiter, c'est juste une histoire de rapport de force. C'est poser les problèmes d'une économie qui ne permet pas justement à des rapaces, à des gens de faire ce qu'ils veulent juste pour leur profit. Donc c'est pour ça que c'est des questions de socialisation, d'expropriation, de planification d'une économie, mais sous contrôle public. Et le sous contrôle public, c'est la question d'une population aussi qui s'organise et qui se donne les moyens de contrôler. Alors ça paraît utopique aujourd'hui quand on voit comment se passe la société, mais c'est quand même bien aussi de le formuler et de dire, voilà, c'est cette perspective-là, et il y a vraiment une société à transformer profondément. Et justement, là-dessus, vous me parlez de planification, mais est-ce qu'on ne se retrouve pas aussi, justement, vous ne vous retrouvez pas avec la France Insoumise, notamment, et leur planification écologique, ou même, je veux dire, même Europe Écologie Les Verts, on parle de planification. Ouais, mais nous on parle d'expropriation et c'est pas forcément. C'est la question de la propriété. Et nous on pense que c'est la planification. Il y a des tas de revendications des fois qui sont formulées même à droite, à gauche, mais après ça a besoin d'un contenu. Nous on pense que la planification elle est possible qu'à partir du moment où il y a une socialisation. C'est quand même pas c'est pas Ford ou General Motors dans l'automobile qui vont planifier pour l'intérêt de la population. Enfin, il y a pas on n'aura pas cette cohérence aussi, entre les mains du privé. Il y aura pas de cohérence, il y aura pas de planification. Donc du coup la question de la planification, c'est obligatoirement le problème de l'expropriation d'une part, mais la question d'une socialisation de secteur au moins. On ne peut pas contraindre, parce que même vous dites, par exemple, vous avez un mot d'ordre, c'est l'interdiction des licenciements. Mais là, justement, vous partez du principe que vous êtes capable de contraindre donc, les patrons. Ah ouais, l'interdiction des licenciements, ça suppose effectivement un rapport de force un peu différent. C'est pas juste une histoire de loi, parce qu'on peut effectivement penser qu'il suffirait de voter une loi qui interdise les licenciements, mais dans la situation actuelle, ça préserverait, enfin en tout cas, ce serait des choses qui seraient positives, mais oui, derrière, c'est la question du pouvoir. Mais ça, c'est le problème du capitalisme. Celui qui possède, il a le pouvoir. Et c'est pour ça que les élections, c'est quasiment sans issue. Parce qu'en fait, un homme, une voix, là, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, on peut voter des tas de choses, mais derrière, le pouvoir économique et politique, il est entre les mains d'une poignée d'ultra-riches. Ça vaut le coup quand même, du coup, d'aller au présidentiel, puisque vous me dites justement, je veux dire, pourquoi continuer quand on sait que finalement, au pouvoir d'un État capitaliste, vous n'aurez pas les mains libres, il y aura un certain nombre de contraintes qui vous empêcheront d'agir.
Ouais, mais c'est pour ça que nous, on dit que les élections, c'est important d'y être pour défendre les idées, pour défendre une perspective, parce qu'on n'est pas dingo quand même. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va se présenter, on n'a pas du tout, à un moment donné, l'espoir de pouvoir faire 25-26% et d'être au second tour. Là, on n'y pense pas une seule seconde. Donc, mais on n'est pas non plus... L'enjeu, il n'est pas que là. Il n'est pas juste, ah bon, comme on ne va pas gagner, on ne va pas y aller. C'est un moment politique, encore une fois. Et c'est... vous me dites, c'est une question aussi, il y a le rapport de force, etc. Mais je le rappelle, en 2012, il s'est fait 1,15%. En 2017, 1,09%. J'avais oublié à ce moment-là. Est-ce que, je veux dire, il y a eu Nathalie Arthaud, il va y avoir cette fois-ci peut-être Anas Kazib. Est-ce qu'on ne risque pas une accumulation des 1 ou des 2%? Est-ce qu'on peut construire un rapport de force avec 3 fois 2%, quoi? Ouais, mais si on n'y est pas, ça change quoi? Puisqu'on fait que 1%, à la limite, on laisse les grands jouer ensemble. Et puis nous, qu'est-ce qui gêne, en fait? C'est ça le truc. Peut-être qu'un candidat unique permettrait d'avoir un gros score. Un candidat unique, il dirait quoi? Qui dirait il faut reconstruire la gauche. Moi, j'adore Mitterrand et j'adore Jospin et tout ça. C'est pour dire, ben non, on ne va pas dire ça, nous. Okay. Donc, c'est pour ça, ça ne gêne pas, en fait. Alors, c'est vrai que le problème... Mais justement, ça révèle aussi l'antidémocratisme de l'élection elle-même. C'est quand même impressionnant, mais même les régionales, si on va par là, tout le monde constate que finalement les sortants sont restés au pouvoir. Mais c'est le problème de l'élection en règle générale, c'est que même si ce n'est pas les sortants qui restent au pouvoir, ça reste de toute façon l'alternative toujours un peu la même qui arrive au pouvoir. En fait, ils sont 2 gros ou 3 gros. Et comment on change ça? C'est quoi? Comment à un moment donné la population, elle peut vraiment avoir accès à une véritable démocratie? C'est comment ça se construit? Donc une élection, c'est aussi ça. C'est pas juste je vais gagner, j'entends des voix, je suis super fort, vous allez voir, votez pour moi. C'est une tribune, mais la tribune, c'est pas juste faire une apparition, après on s'en va. C'est comment on peut, à travers un moment politique comme celui-là, débattre et peu de présence, ça laisse face à Fillon, face à Marine Le Pen. Olivier Besancenot, ça fait, il y en a, ils sont trop jeunes pour le connaître, mais ça laisse des traces quand même. Qui avait fait un score très correct. Il y a des, mais la présence politique laisse des traces et c'est important et ça nous aide après à militer au quotidien. Ça aide plein de gens parce que ça formule des idées, ça dit des choses et ça rend visible aussi un camp social qui n'est jamais visible. Nous, à Bordeaux, quand on a fait l'élection municipale, Bordeaux, c'est la ville bourgeoise par excellence. Ce qui est une connerie parce qu'en fait, comme dans toutes les villes, il y a des prolos, il y a des pauvres et des quartiers populaires. Et nous, dans cette élection-là, ce qu'on s'était dit, c'est que plutôt que de laisser la gauche et la droite jouer gentiment, à dire c'est moi le mieux et tout ça, on a dit à un moment donné, on fait rentrer quelque chose d'autre, la colère, les luttes sociales, et puis dire que oui, il y a un camp qui trinque, et celui-là, il doit prendre la parole, il doit s'affirmer, il doit s'organiser, et c'est comme ça que les choses peuvent changer, par des batailles. Voilà. Et nous, l'élection présidentielle, c'est un peu ça. La différence, c'est qu'effectivement, une municipale, on a eu des élus, on a franchi la barre des 10, on a eu des élus, 3 camarades, avec une équipe et un collectif qui s'est construit depuis. Donc ça, c'est super chouette. Mais c'est vrai que la présidentielle, on n'est pas là-dedans. Mais ceci dit, c'est quand même, ça fait écho, et les gens, ils se disent pas tout le temps, non, tu vas pas être élu, on s'en fout. Il y a des gens qui sont contents d'entendre qu'on fait exister une souffrance sociale, qu'on montre et qu'on n'admet pas cette société-là. Et c'est important pour plein de gens qui affirment l'espoir d'un changement et donc qui dit regardez, il y a des gens qui se battent là, il faut que... Et nous, on pense que c'est très très important de faire exister ça. Dernière question sur votre programme. Une autre organisation de la production, de l'économie, ça signifie aussi une autre organisation du travail, notamment du temps de travail, de la façon... d'organiser ces espaces de travail. C'est une question. C'est une question. Oui. C'est-à-dire là, c'est... vous parlez par exemple de la réduction du temps de travail. Qu'est-ce que ça implique, changer l'organisation du travail? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, mais c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que l'organisation du travail, elle est... c'est toujours pareil, c'est ceux qui possèdent qui décident de tout. Ils décident de l'organisation, ils nous disent c'est comme ça. Puis même, ça s'appelle l'organisation scientifique du travail. On a entendu le Fordisme, moi je connais un petit peu, le Toyotisme. Voilà, et on nous dit, voilà, c'est une organisation rationnelle du travail. Et sauf que, on le voit bien, c'est comment finalement, le moindre geste, il faut qu'il soit rentable. Et comment, finalement, on diminue la marge de manœuvre des salariés. Comment, du coup, la pression s'accroît sur le salarié, une pression à la fois physique et une pression morale, mentale. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la souffrance au travail aujourd'hui, c'est qu'il y a une intensification de la charge de travail. Et globalement, oui, il y a une destruction, en fait, réellement. C'est la souffrance, c'est les pétages de plomb, et puis c'est aussi les suicides au travail. Donc du coup, la réponse, c'est comme tout, en fait, ce sont des réponses radicales. C'est qu'il faut enlever, encore une fois, le pouvoir au patron d'organiser la production telle qu'il l'entend, parce que pour eux, ça doit s'organiser de manière à dégager du profit. Or, le travail, si on veut que
ce soit plus une souffrance, il faut que ce soit quelque chose qui correspond à des besoins sociaux. Donc on produit, et c'est vrai qu'il y aura besoin à ce que les salariés, partout, discutent eux-mêmes de comment on produit, comment on respecte la santé des gens, comment on respecte tout le monde. Donc c'est des recrutements, c'est des salaires corrects, et puis c'est une organisation du travail différente. Et donc du coup, oui, c'est la réduction du temps de travail, parce que nous on pense que pendant qu'il y en a qui souffrent au travail parce qu'on n'est pas assez nombreux, il y a ceux qui souffrent dans la précarité ou au chômage. Donc du coup, il faut partager. Et nous, c'est pour ça on chiffre, mais on n'est pas les seuls, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Mais c'est en dessous de 30 heures par semaine pour arriver à faire que tout le monde puisse avoir du travail dans des conditions meilleures. Voilà. Et puis après, c'est la question des retraites, c'est la question de toutes les réformes aujourd'hui qui sont des attaques antisociales. Mais voilà, donc oui, il faut réformer profondément le travail. Ok, je vous remercie Philippe Poutou. Vous serez capable quand même de mener cette campagne jusqu'au bout, malgré toutes les divisions, malgré le départ d'Anas Kazib? Vous y arriverez? Oui, on va se remettre de plein de trucs, mais là, le jeu, on est quand même encore un peu nombreux au NPA, pas très nombreux, mais on a du monde motivé, et là, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais même un peu au-delà du NPA, c'est comment, dans cette bataille électorale, on va remotiver des militants et des militantes, et on va essayer de faire le lien en permanence entre ce qu'on va dire à l'élection et comment on peut discuter concrètement des perspectives immédiates qui sont celles de la mobilisation, et au-delà de la mobilisation, on discute aussi d'un outil politique qui puisse être l'outil qui discute de comment on s'organise, comment on coordonne les luttes, comment on les fait converger. Voilà. Donc on a la pêche pour ça. NPA, c'est tellement nouveau. Mais bon, après on verra bien comment ça évolue. Mais c'est surtout qu'en fait on est déterminé, on est ambitieux, et en fait c'est un combat, un nouveau combat, et on va le mener. Et on pense en tout cas on espère qu'on sera très utile pour la suite. Bon courage. Je vous remercie Philippe Poutou. J'espère vous revoir bientôt sur ce plateau, notamment à la rentrée dans l'émission Face à l'urgence pour parler d'écologie. C'est la fin de la saison. Cette émission boucle une année intense de travail, et parce que c'est l'été, qu'on est le 30 juin, on va maintenant se concentrer sur la prochaine saison. On vous prépare plein de nouveautés avec une rentrée pleine d'enjeux. Cette saison 2020-2021, elle fut particulière. Il y a eu le Covid-19, la mobilisation contre la loi sécurité globale, les 3 ans du média, une saison très riche pour nous, les travailleurs de cette web télé atypique, extraordinaire par certains aspects, parce que depuis cette année, nous sommes une coopérative, une SIC. Nous avons expérimenté une nouvelle organisation basée sur le collectif, l'horizontalité, la démocratie dans l'entreprise. C'est passionnant. J'espère que notre engouement dans notre travail avec les sociaux qui nous accompagnent dans cette aventure, elle transparaît et que vous la partagez. Si c'est le cas, je ne peux que vous inviter à devenir, vous aussi sociaux, à nous rejoindre. Il suffit d'aller sur le site lemediatv.fr et demander à rejoindre l'aventure. Comme c'est la dernière, je ne vais pas déroger à la coutume, je suis obligé, mais c'est avec énormément de fierté, de citer tous mes collègues qui font vivre le média et sans qui rien ne serait possible. Je vais commencer par ceux qui ont participé à cette émission. Irvine Magie en régie, chef d'édition, accompagné de Léo Legat à la réalisation, Jordan Escoda au son, Élie Bonneton et Bertrand Bernier au cadre, Léo Tixador au graphisme, Osman Zamim aux réseaux sociaux. Je remercie aussi Chloé Jans, la développeuse du média, Alexis Debaille, Marion Plantier, Guillaume Cage et Bérénice Sévestre, les monteurs, Cory qui s'occupe de la communauté des sociaux, Khadija Gebrani qui s'occupe de l'administration. Voilà les noms de celles et ceux qui s'activent en coulisses. Évidemment, vous connaissez plus ceux de mes collègues journalistes que je remercie aussi. Théo Cazenave, Théophile Kouamouo, Romain Madoud, Philippe Ortona, Lisa Noyal, Taha Bouaf, Nicolas Maillard, Jade Duhon, Clara Menet, Héloïse Bajou, Tania Kadiou Sekou, Jean-Baptiste Arcuzé, Valentin Stoker, Pauline Ferrari, Marine Manasteri-Nahu, Nadia Lazouni, Maud Lerest, Elsa Marguerita, Thomas Dietrich, tous les autres qui ont contribué au sein de cette superbe rédaction, qui ont fait un super boulot cette année. Voilà, sans trop vouloir se jeter de fleurs, mais c'est l'été, on a le droit. On se retrouve à la rentrée pour une saison présidentielle et législative pleine d'enjeux, avec peut-être une matinale, mais seulement si vous êtes nombreux à nous soutenir sur ce projet. Si c'est le cas, allez sur notre site, signez la pétition qui nous permet de juger s'il y a ou non une attente, et si vous souhaitez ou pas qu'on, cette année électorale, on fasse sonner le réveil avec un autre son de cloche. Restez quand même avec nous cet été, il y aura régulièrement des reportages, des entretiens, évidemment, on continue à suivre l'actualité. Pour celles et ceux qui préfèrent déconnecter en juillet et en août, on se retrouve en septembre, en forme. Allez, place à la nouvelle saison du média. Philippe Poutou, bonne campagne. J'espère que vous profiterez un petit peu de l'été aussi. À très vite. Oui, on va profiter, bien sûr. Merci.